Toute entreprise qui nous dira qu'elle relève d'une initiative volontaire, en fait, c'est pas la peine qu'elle s'embête à nous le dire, puisque de toute façon, pour nous, ça n'a aucune signification sur ces pratiques. Donc ça ne sert à rien. C'est pas la peine de nous le dire, ne perdez pas de temps, on sait que ça n'a pas d'effet. La seule chose qui a un effet, c'est la loi. Et donc les entreprises, plutôt que de relever d'initiatives volontaires, devraient tout faire pour appliquer la loi au millimètre. Comme ça, puisqu'on n'a pas beaucoup de moyens pour les contrôler, ça demanderait moins de temps à les contrôler puisqu'ils appliquent la loi. Parce qu'en général, si vous avez besoin de contrôler quelque chose, c'est que ce n'est pas appliqué. L'industrie minière est quand même demandeuse de ces études. Est-ce qu'elle cherche à progresser? Est-ce que vous voyez des progrès quelque part Alors, si vous parlez de progrès, vous parlez de progrès en termes de responsabilité sociale et environnementale? Oui, c'est ça. Ça va être respect des droits humains et gestion des déchets. Alors, respect des droits humains, tous les chercheurs là-dessus sont d'accord. Il y a une aggravation, clairement, depuis les années 2000. Il y a une aggravation des violations de droits humains dans l'industrie minière depuis les années 2000. Alors, vu ce que je vous ai décrit, vu les productions, il y a des phénomènes qui sont intrinsèques à l'évolution même de l'industrie minière depuis 20 ans. C'est-à-dire que plus le temps avance, plus les échelles sont grandes, moins on est dans des zones qui sont isolées d'un point de vue géographique, donc plus on s'approche de zones où il peut y avoir des conflits d'usage, où il peut y avoir des personnes qui résident, et plus la pression sur la demande métallique augmente, moins vous êtes enclin à faire des efforts, surtout si vous êtes soutenu par des secteurs qui sont très demandeurs. Kemp et Owen, qui sont des très grands sociologues de l'industrie minière en 2022, disaient en fait la mine elle évolue dans des environnements qui sont propices à l'irresponsabilité, si je reprends leurs termes, et ces chercheurs en fait expliquaient très bien en disant, ils théorisent en fait l'irresponsabilité de l'industrie minière en disant en fait c'est inévitable parce que en fait le gros avantages, ils ne le disent pas comme ça, mais voilà, le gros, enfin en tous les cas le gros critère ou le gros paramètre de l'industrie minière, c'est qu'elle produit des biens dont l'industrie ne peut, je cite, tout simplement ne pas se passer. Donc il y a en fait un marché qui est favorable à la pratique de l'irresponsabilité. Pareil, nous on a fait une étude qui a été extrêmement longue aussi, qu'on a publiée en février 2023 sur la question de la responsabilité sociale et environnementale dans l'industrie minière, basée sur un énorme travail bibliographique, encore une fois. Et là-dessus, la plupart des auteurs sont clairs. C'est-à-dire que l'industrie minière, comme il n'y a pas de gouvernance des matières premières minérales à l'international, vous n'avez pas d'organe de gouvernance, vous n'avez pas de loi internationale, vous n'avez pas de droit international afférent aux matières premières minérales, vous n'avez même pas d'organe dédié à ces questions, on va dire, en tous les cas spécialement sur les matières premières minérales à l'international, la gouvernance de ces matières. De fait, l'industrie minière, en fait, elle est friande, ou en tous les cas, elle a fortement fait appel depuis les années 2000, en fait. Il y a eu une explosion à partir des années 2000 de deux choses, le développement de bonnes et de meilleures pratiques, d'une part, et le développement de ce qu'on appelle les initiatives volontaires dans le jargon, donc entendez standards, normes, chartes, guides de bonnes pratiques, principes, documents, enfin, en tout genre, quoi. Et là-dessus, en fait, les chercheurs se divisent pour le coup. Vous avez à peu près un tiers des chercheurs qui disent, bon, effectivement, ça n'a pas été efficient, ça n'a pas conduit à des améliorations sur le terrain, mais ça a permis une sensibilisation globale de l'industrie vis-à-vis de ses impacts. Puis après, vous avez deux tiers qui vous disent, non, clairement, c'est une catastrophe. Non seulement ces démarches ne sont pas utiles, mais en plus, en fait, elles posent un problème, c'est qu'en fait, elles elles ont un effet négatif vis-à-vis de l'application du droit. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve dans des situations où les gens vont entre guillemets, se rétracter, enfin les entreprises vont se défausser d'une certaine façon derrière le fait de dire « Ah non, mais moi je suis les chartes de machin, je suis les guides de bonnes pratiques de trucs, donc tout va bien dans le meilleur des mondes possibles. » Il y a des auteurs, notamment des chercheurs en géographie, là, des chercheurs incroyables, Massé notamment en France, qui ont travaillé aussi notamment sur ces enjeux-là, en expliquant très bien en fait que du coup ça contribue à dépolitiser en fait le débat, puisque de toute façon on se cache derrière des initiatives volontaires. Et puis ça pose tout un ensemble de problématiques. Et là où il y a par contre consensus chez les chercheurs, c'est de dire la manière le plus efficace de contrôler les pratiques d'une industrie, c'est la loi. C'est la loi. Et des chercheurs, par exemple, comme Rocher et al. 2016, je pense à ces travaux-là, mais il y en a tellement des gens qui ont travaillé là-dessus, qui ont essayé vraiment de voir quel était le plus efficace. Ils ont passé en revue des initiatives. Nous, on a étudié 75 initiatives volontaires.
Une initiative, parfois, c'est des guides qui font 4 pages, mais parfois, c'est des documents qui font 200 pages. On en a étudié 75. C'est-à-dire que l'industrie minière, pour vous donner un ordre de grandeur, il y a à peu près 138 initiatives dans le monde dont vous pouvez vous relever en disant « je m'engage à respecter telle initiative, telle initiative, telle initiative ». On n'en a étudié que 75. Ça a été long. Et en l'occurrence, typiquement sur ces initiatives-là, encore une fois, les auteurs, ils sont clairs. Ils vous disent toutes ces initiatives, elles n'auront jamais l'efficacité du droit contraignant. Donc là-dessus, Systext, c'est basé sur ce que disent les chercheurs. Et la plupart des chercheurs disent, en général, ce n'est même pas un problème d'existence de la loi, c'est un problème d'application de la loi. C'est-à-dire que le plus souvent, et ils disent bien, j'insiste, quels que soient les pays concernés dans le monde, ils le disent, quoi, parce que pareil, on va dire, ah mais il n'y a pas de loi, allez, gros cliché, il n'y a pas de loi en Afrique. Non mais moi on me dit ça quand même, non mais attendez, quand même, non mais comment ça, il n'y a pas de gouvernance en Afrique? Non mais il faut arrêter un peu, déjà l'Afrique c'est un continent, donc il y a plein de pays, donc je veux bien qu'on les respecte. C'est comme si moi je disais, on va prendre tous les Français, on va dire, hop, c'est des Européens, je ne sais pas si ça plaira à tout le monde. Donc il faut arrêter avec ça, c'est pénible. Puis c'est irrespectueux au possible. Oh, bon, alors, je fermais la parenthèse, mais excusez-moi, mais ça m'énerve. Alors, du coup, c'est-à-dire, c'est pas un problème d'existence de loi, c'est un problème d'application de la loi. C'est-à-dire que la loi, le plus souvent, elle existe, quel que soit le pays concerné, mais on manque de moyens humains, on manque de moyens financiers, on manque parfois même de personnes qui sont suffisamment compétentes pour pouvoir réaliser les inspections, les diagnostics, la vérification. Et donc, le plus souvent, c'est vraiment un problème de moyens. Donc là-dessus, Systext, maintenant qu'on a travaillé pendant très longtemps sur ces enjeux-là et qu'on a... Voilà, l'affaire de Systext, le positionnement de Systext, il est clair. C'est toute entreprise qui nous dira qu'elle relève d'une initiative volontaire. En fait, c'est pas la peine qu'elle s'embête à nous le dire, parce que de toute façon, pour nous, ça n'a aucune signification sur ces pratiques. Donc ça ne sert à rien. C'est pas la peine de nous le dire, ne perdez pas de temps, on sait que ça n'a pas d'effet. La seule chose qui a un effet, c'est la loi. Et donc les entreprises, plutôt que de relever d'initiatives volontaires, devraient tout faire pour appliquer la loi au millimètre. Comme ça, puisqu'on n'a pas beaucoup de moyens pour les contrôler, ça demanderait moins de temps à les contrôler puisqu'ils appliquent la loi. Parce qu'en général, si vous avez besoin de contrôler quelque chose, c'est que ce n'est pas appliqué. Et de ne rien faire pour la contourner. Ne rien faire pour la contourner. L'affaire, elle est très simple. Et là, pour le coup, il y a consensus scientifique, clairement, et de très loin, parmi tous les sociologues spécialistes de ces questions. Donc, quand vous dites contourner la loi, ça va être les droits humains, c'est ça ? Alors, quand on dit contourner la loi, c'est simplement, en fait, soit vous ne respectez pas la loi, tout simplement, c'est-à-dire, ou alors vous la respectez à la marge, ou alors vous vous en accommodez, c'est-à-dire que vous avez bien lu le texte, mais vous vous dites, bon, alors, alinéa 9, je ne le prends pas en compte, donc c'est une forme de contournement de la loi. Après, il y a d'autres façons de contourner la loi, il y a aussi des façons, il y a une section dédiée, d'ailleurs, dans le rapport qu'on a rédigé, vous avez d'autres façons de contourner la loi, c'est aussi de faire en sorte de limiter toute tentative ou toute démarche qui vise à la renforcer. Il y a des exemples d'ailleurs de grosses tentatives ou de succès, en l'occurrence de l'industrie minière qui a empêché qu'il y ait des lois qui passent au Canada, en Europe et dans d'autres territoires. Donc il y a toute forme, en fait, le rapport à la loi, il est un peu différent. Mais en tout cas, quand on dit contourner, c'est on n'applique pas la loi ou on l'applique de façon partielle parce que ça nous arrange.